It's hard to believe. All the years. Everything that's passed between us. It's so hard to believe. Howard Cosell avait survécu à tout. Il avait défendu Muhammad Ali lorsque le monde s'était retourné contre lui. Il avait reçu des menaces de mort pour avoir défendu les droits civiques. Il a lutté contre les dirigeants des chaînes et les fans en colère pendant des décennies. Rien ne pouvait l'atteindre. Puis, un soir de septembre, tout s'est effondré. Une simple phrase lors d'un match de football américain a déclenché le plus grand scandale de l'histoire de la télévision. Qu'a-t-il dit de si choquant qu'il a mis fin instantanément à une carrière légendaire? La réponse vous surprendra, surtout quand vous découvrirez qui l'a défendu. Howard Cosell est né. Howard William Cohen le 25 mars 1918 à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Ses parents étaient des immigrants juifs qui avaient fui l'Europe de l'Est pour échapper aux persécutions et trouver une vie meilleure en Amérique. Son père, Isidore, travaillait comme comptable. Sa mère, Nellie, restait à la maison. Il croyait que l'éducation était le seul moyen de sortir des difficultés. Et cette conviction a façonné l'avenir de Howard. La famille n'est pas restée longtemps en Caroline du Nord. Avant ses 3 ans, Howard a déménagé à Brooklyn, dans l'État de New York. Brooklyn était un quartier bondé, bruyant et rempli d'immigrants cherchant à se construire une nouvelle vie. C'est là qu'Howard a commencé à développer son franc-parler et son assurance inébranlable. Tandis que d'autres jeunes se battaient à coups de poing, Howard utilisait les mots. Il lisait des livres, les citait dans la cour de récréation et ne reculait jamais devant une dispute verbale. Il était intelligent, prétentieux et toujours prêt à riposter. Son ego était déjà en formation et n'a jamais cessé de grandir. En grandissant, Howard a commencé à comprendre le pouvoir de l'identité. Pendant ses études de droit à l'Université de New York, à la fin des années 1930, il a pris une décision personnelle et professionnelle. Il a changé son nom de famille de Cohen à Cosell. Il a expliqué que ce nom provenait du nom polonais d'origine de son grand-père, avant son changement à Ellis Island. Ce changement de nom n'était pas seulement une question de fierté familiale. Il s'agissait aussi de se démarquer dans un domaine où un nom juif pouvait être un frein. Cosell ne voulait pas se fondre dans la masse. Il voulait que les gens se souviennent de lui. Au lycée Alexander Hamilton de Brooklyn, Howard Devant, rédacteur sportif du journal de l'école. Même à l'époque, il n'écrivait pas de bêtises. Il publiait des opinions percutantes et audacieuses. Certains étudiants le détestaient. Certains professeurs l'admiraient, mais personne ne pouvait l'ignorer. Il n'avait pas peur de dénoncer les mauvais entraînements ou les mauvais jeux. À seulement 6 ans, il se comportait déjà comme le commentateur sportif coriace qu'il allait devenir. À 21 ans, Cosell avait obtenu 2 diplômes de l'Université de New York, une licence en littérature anglaise et une licence en droit. C'était rare. Il était intelligent, motivé et rapide. Mais le succès ne suffisait pas. Il ne voulait pas seulement un emploi stable. Il voulait de l'influence, de la célébrité, une voix. Ses parents étaient fiers, mais ils ne comprenaient pas vraiment la passion qui animait leur fils. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, Cosell s'engagea dans l'armée américaine. Il servit comme major dans le corps des transports de 1942 à 1945 au port d'embarquement de New York. C'était une énorme responsabilité. Il contribuait à organiser le mouvement des troupes et du ravitaillement à travers l'Atlantique. Une seule erreur pouvait retarder des missions entières. Mais Cosell a prospéré. Il a obtenu son grade jeune et est devenu l'un des plus jeunes officiers à ce poste. Il était calme, efficace et savait mener à bien ses tâches. Ce poste a démontré sa capacité à gérer la pression et le pouvoir. Un poste à New York, Howard a rencontré le caporal Mary Edith Emmy Abrams, sergente de la WAC. À l'époque, il était interdit aux officiers de fréquenter des militaires du rang. Mais Cosell s'en fichait. Il alla directement voir un général et lui demanda la permission. Cette démarche exigeait du courage et des démarches administratives, mais le général l'approuva. Howard et Emmy continuèrent à se fréquenter, malgré les doutes de sa famille. Presbytérienne et conservatrice, Cosell ne laissa jamais les règles l'arrêter, même en amour. Ils se marièrent en 1944, alors qu'il était encore dans l'armée. Le mariage eut lieu dans le cabinet d'un juge de Brooklyn. Leur union dura 46 ans, jusqu'au décès d'Emmy en 1990. Après la fin de la guerre, Cosell retourna à New York et ouvrit un cabinet d'avocats à Manhattan. Il s'est rapidement constitué une clientèle comptant de grands noms, comme la légende du baseball Willie Mays,
Il gagnait entre 25 et 30 $ par an. Un salaire conséquent pour l'époque. Mais quelque chose se tramait déjà en lui. Même lorsqu'il exerçait le droit, il se sentait pris au piège. Il n'y prenait aucun plaisir. Il arpentait son bureau, faisant semblant de prononcer des discours devant des jurys ou de commenter de faux matchs sportifs. Ses amis trouvaient cela étrange. Louis, c'était nécessaire. Il a un jour confié à un journaliste qu'il n'avait pas la médiocrité suffisante pour survivre dans ce milieu. Il lui fallait quelque chose de plus fort, de plus public. Et la radio sportive le lui a apporté. En 1953, Howard Cosell a connu sa première véritable chance. Hal Neal, d'ABC Radio, l'a invité à animer une petite émission sur WABC à New York. L'idée était simple. Des jeunes de la Ligue mineure intervieweraient des joueurs de la Ligue majeure de baseball. Cosell accepta, même s'il ne serait pas payé. Il continua à travailler comme avocat la journée et à animer l'émission de radio en parallèle. Pendant près de 3 ans, il ne gagna pas un seul dollar. Mais il s'en fichait. Il y voyait une porte d'entrée. Le spectacle était léger et ludique, mais Cosell commençait à apprendre quelque chose de plus profond. Un moment a marqué les esprits. Le voltigeur des Yankees, Hank Bauer, a critiqué son manager Casey Stengel à l'antenne. Ce petit lapsus a fait la une des journaux. Cosell a compris le pouvoir d'une conversation authentique et spontanée. Il a compris qu'en laissant les gens parler, il révélait souvent la vérité. Cela lui est resté en mémoire. Robert Pauley, président d'ABC, a ensuite mis Cosell au défi de trouver un sponsor pour un nouveau segment sportif. Cosell a relevé le défi avec brio. Il a trouvé le sponsor et a lancé Speaking of Sports. Cette émission allait durer des décennies. Le dynamisme et l'instinct aiguisé de Cosell portaient leurs fruits. Il n'était plus seulement présentateur. Il commençait à façonner la manière dont les reportages sportifs étaient diffusés. En 1956, Cosell avait cessé de jouer la sécurité. Il passa des interviews légères à des reportages sportifs à temps plein pour ABC Radio. À l'époque, la plupart des commentateurs sportifs se montraient conciliants. Ils posaient des questions faciles et évitaient tout sujet trop personnel ou controversé. Mais Cosell a réagi avec brio. Lors d'une de ses premières interviews, il a demandé sans détour à un joueur si ses coéquipiers évitaient de lui faire des passes parce qu'il tirait trop. Les gens n'étaient pas habitués à ça. Il a continué à insister. Il écoutait attentivement chaque réponse et donnait toujours suite s'il pensait que quelque chose était caché. Certains détestaient ce style, d'autres le respectaient. Des athlètes comme Tommy Smith, qui a fait le salut Black Power aux Jeux olympiques de 1968, ont choisi Cosell pour des interviews parce qu'ils lui faisaient confiance. Ils savaient qu'il les laisserait s'exprimer librement et prendrait leurs opinions au sérieux. Cette confiance était importante. Au fil du temps, Cosell s'est fait connaître pour une chose. Il disait la vérité. Il ne se comportait pas comme un pom-pom girl. Il n'était pas là pour flatter les athlètes ni pour protéger l'image de qui que ce soit. Il dénonçait les mauvais comportements et critiquait les mauvaises performances. Il parlait de race, de politique et de guerre, même quand on lui disait de se concentrer sur le sport. Certains fans l'adoraient, d'autres le détestaient. Mais personne ne l'ignorait. Il était considéré comme l'homme le plus détesté du monde du sport, et aussi comme la conscience de la diffusion sportive américaine. Sa voix, au rythme vif et au timbre clair, était devenue inoubliable. Sa phrase « C'est Howard Cosell » qui dit les choses telles qu'elles sont, est restée gravée dans les esprits. Puis il y a eu son lien avec Muhammad Ali. En 1964, le monde le connaissait sous le nom de Cassius Clay. Mais lorsqu'il a annoncé au monde que son nouveau nom était Muhammad Ali, la plupart des gens ont refusé de l'accepter. Les journaux ont continué à l'appeler Clay. Les présentateurs de télévision ont évité de prononcer le nom d'Ali. La réaction fut immédiate et brutale. Mais un homme s'est levé et a proclamé haut et fort son nom, Howard Cosell, à la télévision nationale. Cosell l'a appelé Muhammad Ali. Il se fichait que des millions de personnes soient en colère. Il se fichait des messages haineux qui affluaient dans sa boîte aux lettres. Il croyait qu'Ali avait le droit d'être qui il était. Et Cosell n'allait pas céder. Il savait ce que signifiait être un étranger, un enfant juif de Brooklyn victime de harcèlement en raison de ses origines. Cosell comprenait les préjugés. C'est pourquoi il a soutenu Ali, même lorsque cela mettait sa carrière en danger. Il a dit « C'est son nom, je l'appellerai comme il veut ». Cette décision a tout changé. Il ne s'agissait pas seulement de boxe, il s'agissait d'identité, de respect et de courage.
Dès cet instant, Ali et Cosell se sont liés par quelque chose de plus profond que le sport. Puis vint 1967. La guerre du Vietnam faisait rage. Des milliers de jeunes hommes étaient mobilisés. Muhammad Ali a dit non. Il a refusé de se battre dans une guerre à laquelle il ne croyait pas. Il a dit que cela allait à l'encontre de sa foi et qu'il ne tuerait pas ceux qui ne lui avaient jamais fait de mal. La sanction fut rapide. Il perdit sa licence de boxe et fut banni du ring. Ils lui ont retiré son titre. La plupart des médias se sont retournés contre lui. Ils l'ont traité de lâche, de traître. Mais Cosell ne l'a pas fait. Il est intervenu à la radio et a qualifié les actions du gouvernement d'inhumaines et d'illégales. Il a affirmé qu'il était injuste de punir Ali pour ses convictions. Les sponsors ont menacé de retirer leur publicité. Les chaînes de télévision l'ont averti de garder le silence. Mais Cosell n'a pas bronché. Il a dit ce que personne d'autre n'aurait dit. Il a vu le 2 poids, 2 mesures. Les riches blancs réfractaires au service militaire sont restés impunis. Mais Ali, jeune, noir et audacieux, a servi d'exemple. Cosell l'a dénoncé haut. Ah, c'est mamatiru. Testum vote posut etinta, bamman joinatin force. Et une fois de plus, les messages haineux ont refait surface. Mais cette fois, leur amitié n'en fut que renforcée. Ils n'étaient plus seulement un présentateur et un boxeur. Ils étaient 2 hommes qui affrontaient la tempête. Et puis il y avait la magie qu'ils créaient à l'écran. Pendant près de 20 ans, Ali et Cosell ont illuminé les écrans de télévision. Leurs interviews ressemblaient à des combats de boxe. Ali se moquait de la perruque de Cosell, riait de ses grands mots et promettait de le mettre KO juste pour le plaisir. Cosell levait les yeux au ciel, ripostait avec sarcasme et défiait Ali surtout. Ils se disputaient. Riant se taquinait et tenait le public en haleine à chaque fois. C'était plus qu'un simple divertissement. C'était une conversation entre égaux, d'une honnêteté brutale, mais toujours respectueuse. Anjo, cria Ali. Chaque fois que tu ouvres la bouche, tu devrais être arrêté pour pollution de l'air. Cosell répondit, tu serais encore dans la pauvreté si je ne t'avais pas forcé. C'était audacieux, drôle, cruel. Mais au-delà des plaisanteries, il s'admirait. Il se faisait confiance. Il savait que les caméras ne pouvaient pas simuler ce genre de lien. Lorsqu'Ali fut banni de la boxe et presque oublié du monde, Cosell ne l'oublia pas. Tandis que d'autres lui tournaient le dos, Cosell ouvrit les portes de son studio. Il invita sans cesse Ali à l'antenne. Ils ont parlé de sa foi, de sa décision de rester en dehors de la guerre, de ses rêves, de ses peurs. Lors d'une interview à l'Astrodome de Houston, on pouvait voir la sueur perler sur le visage d'Ali après un entraînement intensif. Mais Cosell n'a pas posé de questions sur le combat. Il a posé des questions sur cet homme, et les gens l'ont écouté. Ali n'était plus un méchant. C'était un être humain, et Cosell a contribué à ce que cela se produise. Puis vint la nuit de 1973. Joe Frazier était sur le ring face à George Foreman. Des millions de personnes le regardaient. Round après round, Frazier touchait le sol. Et la voix de Cosell résonnait sur les écrans de télévision du monde entier. 3 mots simples, criés 3 fois. Frazier à terre, Frazier à terre, Frazier à terre. C'était de l'émotion brute. C'était incrédule, et c'est devenu l'appel le plus célèbre de l'histoire de la boxe. On le sait encore, on en rit encore et on le ressent encore. Ce soir-là, Cosell n'a pas seulement raconté un combat. Il a capturé un moment précis, un moment qui a prouvé que le sport ne se résumait pas à une question de vainqueur. Il s'agissait de ce que nous ressentions en le regardant. Et personne ne nous a fait ressentir ce que Cosell avait fait. Ali dirait plus tard que Cosell lui avait donné une voix là où personne ne voulait l'écouter. Cosell a dit un jour qu'Ali l'avait aidé à devenir plus qu'un simple présentateur. Il est devenu partie prenante de l'histoire. Ensemble, ils ont poussé l'Amérique à affronter les questions raciales, religieuses, de guerre et d'identité. Non pas avec colère, mais avec des mots, avec dignité et courage. En 1970, Roone Arledge, directeur d'ABC, prit une décision qui allait changer à jamais la télévision américaine. Il engagea Howard Cosell pour intégrer la nouvelle équipe de diffusion de Monday Night Football. C'était un pari risqué. Cosell n'était pas un ancien footballeur. Il n'était même pas un commentateur sportif traditionnel. Il était bruyant, opiniâtre et sa voix attirait l'attention. Arledge ne voulait pas de commentaires fades. Il voulait des étincelles, et c'est exactement ce que Cosell a apporté. La NFL n'était pas contente. Pendant des années,
La Ligue avait insisté pour approuver les personnes qui siégeaient dans la cabine de diffusion. Arledge a refusé. Il est resté ferme, refusant de laisser la Ligue contrôler son équipe. Et ça a payé. Les audiences ont bondi de 50% dès la première saison. Les téléspectateurs étaient nés captivés, non seulement par le football, mais aussi par l'émission autour du match. L'année suivante, en 1971, Arledge fit un autre geste audacieux. Il remplaça le commentateur respecté Keith Jackson par Frank Gifford. Gifford n'avait jamais commenté les matchs auparavant, mais c'était une star du football, à la présence calme et sympathique. Arledge ne recherchait pas l'expérience, il construisait un trio. Cosell apportait le côté dramatique, Don Meredith l'humour. Et maintenant, Gifford allait équilibrer le tout. Ça a marché. Les audiences ont de nouveau grimpé en flèche. ABC facturait 65,0 $ pour une seule minute de publicité pendant le match. Une somme colossale pour l'époque. Ce trio n'a pas seulement révolutionné la couverture du football. Il a redéfini le sport en direct à la télévision. Ils n'étaient pas que des commentateurs. Ils faisaient partie du spectacle, ce qui attirait les spectateurs. Ce n'étaient pas seulement les matchs. C'était l'étincelle qui s'enflammait entre Cosell et Meredith. Le ton tranchant de Cosell et l'humour décontracté de Meredith créaient une tension impossible à ignorer. Ils se disputaient à l'antenne. Ils se taquinaient. En 1974, ils furent tous deux soupçonnés d'être légèrement ivres en direct à la télévision. Le public s'en fichait. Ils adoraient se voir. Les gens ont commencé à choisir leur camp, Cosell ou Meredith. Bars et salons bourdonnaient de débats. Et Arledge les encourageait. Il savait que les conflits faisaient de la bonne télévision. Le spectacle ne semblait pas scénarisé. Il semblait réel, ce qui le rendait inoubliable. Cosell avait aussi une voix qui transformait des moments simples en événements. Une phrase en particulier est devenue emblématique. Il pouvait aller jusqu'au bout. C'était dramatique. C'était lent. C'était du pur Cosell. Il ne se contentait pas de décrire l'action. Il en a fait une histoire. Une histoire. Parfois, il racontait même des détails personnels de la vie d'un joueur avant de prononcer sa réplique. Ce n'était pas qu'un touchdown. Ce fut un triomphe. L'expression devint si populaire que d'autres présentateurs commencèrent à la copier. Chris Berman l'intégra à son numéro sur ESPN. Aujourd'hui, cette expression apparaît encore dans les moments forts et les sketchs comiques. Ce n'était pas seulement une accroche, c'était un symbole de la manière dont Cosell apportait le divertissement dans sa cabine. Mais Cosell n'était pas apprécié de tous. Sa querelle publique avec le chroniqueur sportif Dick Young est devenue légendaire. Young l'insultait dans la presse, comme Howie le fraudeur, et tentait même de saboter ses interviews en criant des obscénités pendant les enregistrements. C'était personnel, bruyant et symbolique. Young représentait l'ancien monde des journaux. Cosell était le visage de la télévision. Ils ne se battaient pas seulement entre eux. Ils se battaient pour l'avenir des médias sportifs. Cosell a riposté avec la même véhémence, qualifiant Young d'illettré culturel d'extrême droite. Leur guerre des mots s'est déroulée dans les colonnes, à l'antenne et même dans les vestiaires. Ce n'était pas seulement une question d'ego. C'était un affrontement entre deux mondes qui évoluaient rapidement dans des directions opposées. Cosell avait également des frictions avec ses collègues présentateurs. L'un d'eux était Chris Economaki, une légende du sport automobile. Economaki a dit un jour que Cosell avait un ego démesuré. Leur conflit n'était pas une question d'audience. C'était personnel. Cosell était rancunier. Après qu'Economaki eut commis une petite erreur lors d'une interview, Cosell en parla à plusieurs reprises. Même une simple présentation lors d'une fête de Noël le mettait en valeur. Il n'oubliait pas les affronts, aussi petits soient-ils, et son entourage le remarquait. Travailler avec Cosell pouvait être épuisant, mais sa présence attirait toujours l'attention. Ce mélange de génie et de conflit fit partie intégrante de son aura. Jimmy Cannon était un autre critique célèbre. Il s'en esprit à Cosell dans la presse, se moquant de sa perruque et de son changement de nom, de Cohen à Cosell. Cannon ne s'en est pas pris seulement au présentateur. Il l'a interrogé lui-même. Il a traité Cosell de faux, affirmant qu'il n'était que performance. Il a même plaisanté en disant que si Cosell était un sport, il serait le roller derby. L'insulte est restée. L'apparence et la voix de Cosell en faisaient une cible de parodie. Mais cela ne l'a pas arrêté. Au contraire, cela l'a rendu encore plus célèbre. Les critiques ont nourri sa légende. Il était controversé. Il était combatif. Et cela ne le dérangeait pas. En fait, Cosell critiquait ouvertement la tendance à embaucher d'anciens athlètes comme commentateurs. Il qualifiait cela de jococratie.
Il pensait que ce poste devait être confié à des personnes formées pour cela, et pas seulement à des joueurs expérimentés. Cela le mettait en désaccord avec des co-animateurs comme Gifford et Meredith. Il ne cachait pas son opinion. Il a déclaré que les anciens joueurs manquaient de perspicacité et de profondeur. C'était une position risquée. Les téléspectateurs aimaient revoir des visages familiers. Mais Cosell est resté fidèle à son point de vue. Il estimait que les commentaires sportifs devaient être réfléchis et informés, et non pas se limiter à une conversation informelle. Ces critiques ont suscité un véritable débat sur ce que devrait être la diffusion sportive. Il ne s'est pas fait beaucoup d'amis avec cette attitude, mais il a fait réfléchir. Howard Cosell était bruyant, fier et souvent excessif à la télévision. Mais en coulisses, c'était un homme discret qui ne voulait aller nulle part sans sa femme, Amy. Son vrai nom était Mary Edith Abrams. Ils se sont mariés en 1944 et sont restés ensemble pendant 46 ans. Howard a dit un jour à un journaliste, « Je ne traverserai même pas le pont Triberg sans Amy. » Il était sérieux. Amy le suivait partout. Jeux, événements, interviews. Les gens du milieu savaient à quel point ils étaient proches. Même ses filles disaient qu'ils ne pouvaient pas fonctionner sans elle. Elle lui apportait un équilibre. Après sa mort en 1986, tout a changé. Sa santé s'est détériorée. Son moral s'est affaibli. Moins d'1 an plus tard, il subit une opération chirurgicale pour retirer une tumeur. 2 ans plus tard, il quittait définitivement la radio. Ceux qui ne connaissaient que la version brutale de Cosell à la télévision furent stupéfaits de constater à quel point il était brisé sans elle. Ce côté de lui, l'amour discret et la dépendance, avaient toujours été cachés derrière le bruit. À la maison, Howard n'avait rien à voir avec l'homme que les caméras voyaient, les creases, les disputes, le débit de paroles rapide. Cela faisait partie de son travail. En privé, il était calme et doux. Il avait 2 filles, Jill et Hillary, et il adorait leur lire des poèmes de Keats et Shelley. Lors de ses promenades, il récitait des vers à voix basse. Il jouait aux cartes avec ses voisins. Il élevait rarement la voix. Amy le gardait les pieds sur terre. Elle était la seule personne capable de le calmer quand il s'énervait. Hillary a dit un jour qu'il ne pourrait pas vivre sans elle. Et cela se voyait. Il était aussi toujours plus doux avec ses petits-enfants. Il n'était jamais du genre à hurler à la maison. Au contraire, il était attentionné, humble et profondément attaché à sa famille. Cette version de Howard était réelle, mais la plupart des gens ne l'ont jamais vue. Alors que Cosell construisait sa carrière, il s'est mis à boire. Le football du lundi soir était synonyme de gloire et de stress, et parfois d'excès de vodka. Le 23 novembre 1966, dans le froid glacial de Philadelphie, il botte plusieurs martinis avant de passer à l'antenne. Pendant la diffusion en direct, il prononça le mot « Philadelphia » et le qualifia de « Philadelphia ». Puis, il a vomi directement sur les bottes de cow-boy de Don Meredith. Il a dû quitter la cabine. Les téléspectateurs étaient sous le choc. Mais ce n'était pas la seule fois. Les gens d'ABC disaient qu'ils buvaient souvent avant, pendant et après les émissions. En 1984, pendant les séries éliminatoires de baseball, Al Michaels en USA, il a dit à Cosell en face, « Tu gâches la diffusion. » Le problème est devenu sérieux. La chaîne ne savait plus quoi faire. Les audiences étaient toujours élevées, mais le comportement de Cosell le rendait imprévisible. Son alcoolisme est devenu une partie intégrante de son héritage. Un souvenir que ses fans se rappellent aussi clairement que sa voix. Malgré toute cette assurance, Cosell manquait d'assurance. Au fond, il craignait que les gens ne l'apprécient pas. Cette peur l'animait. Il se battait avec les co-animateurs, défiait les responsables sportifs et se disputait avec les dirigeants. Mais il ne s'agissait pas toujours de vérité. Parfois, il s'agissait de prouver qu'il avait sa place. Il a dit un jour que seul Frank Sinatra avait eu une presse plus négative que lui. Il demandait constamment aux producteurs si d'autres se retournaient contre lui. Il craignait d'être remplacé. Ses opinions audacieuses et ses propos acerbes constituaient souvent un bouclier. Il avait besoin d'être vu. Il avait besoin d'être respecté. Et quand il ne l'était pas, ça le blessait profondément. Les gens le trouvaient arrogant. Mais la plupart de ses accès de colère étaient motivés par la peur, et non par la fierté. L'un des moments les plus inoubliables de Cosell eut lieu le 8 décembre 1980. À la dernière minute d'un match de football américain entre les Dolphins et les Patriots, il apprit que John Lennon avait été abattu devant son appartement à New York. Cosell marqua une pause. Il ne voulait pas le dire à l'antenne. Son co-animateur, Frank Gifford, le lui avait dit. Cosell est donc passé en direct.
Il a déclaré à des millions de téléspectateurs qu'il ne s'agissait que d'un match de football. Une tragédie indescriptible que nous a confirmé ABC News. John Lennon a reçu 2 balles dans le dos et est mort à son arrivée. Après cela, le silence régnait. Les gens restaient figés chez eux. Personne ne s'attendait à entendre une telle nouvelle pendant un match. Mais ce fut un moment qui a démontré le pouvoir de la télévision. Cosell n'était pas seulement un commentateur sportif ce soir-là, c'est lui qui a annoncé à l'Amérique la disparition de l'une de ses voix les plus appréciées. Le soir du 5 septembre 1983, des millions d'Américains étaient assis devant leur télévision pour regarder le match de football américain du lundi soir. Les Cowboys de Dallas et les Redskins de Washington s'affrontaient dans une ambiance électrique. Mais ce dont les gens se souviennent le plus de cette soirée n'avait rien à voir avec les touchdowns ou les scores finaux. Alors que le receveur de Washington, Alvin Garrett, fonçait à travers les défenseurs, Howard Cosell fit un commentaire qui allait mettre fin à sa carrière. Il dit « Ce petit singe se déchaîne, n'est-ce pas? » En seulement 6 mots, Cosell déclencha une tempête nationale. Les téléspectateurs furent stupéfaits. Les téléphones d'ABC s'allumaient de plaintes. En matin, journaux et talk-shows déchiraient l'événement. Cosell, géant de la diffusion sportive depuis des décennies, se retrouvait soudain au cœur de l'une des plus grandes controverses de l'histoire de la télévision. Le Reverend Joseph Lowery, président de la Southern Christian Leadership Conference, n'a pas tardé à réagir. Il a réclamé des excuses publiques et il ne s'est pas limité à Cosell. Il a envoyé des télégrammes aux dirigeants d'ABC pour leur demander d'agir. Lowery a profité de l'occasion pour mettre en lumière un problème plus vaste. Il a souligné le contraste entre le nombre d'athlètes sur le terrain et l'absence quasi totale de voix noires dans la cabine de diffusion. La réaction s'est rapidement propagée. Les émissions de radio, les éditoriaux de journaux et les débats télévisés étaient saturés de débats. La demande de licenciement de Cosell se faisait de plus en plus pressante d'heure en heure. Cosell tentait de limiter les dégâts. Au début, il a prétendu ne pas avoir prononcé le mot « petit singe ». Il a simplement fait remarquer que Garrett se déplaçait comme tel, en guise de compliment pour son agilité. ABC a tenté de le contredire, affirmant qu'il ne parlait pas de l'apparence de Garrett, mais de sa rapidité. Mais les enregistrements ne mentaient pas. Les journalistes ont rediffusé les images et confirmé ce que les spectateurs avaient entendu. Cosell avait tenu les propos exacts, ce qui a été démenti. Cela n'a fait qu'empirer les choses. Au lieu de mettre fin à la controverse, les démentis l'ont transformé en scandale. La crédibilité de Cosell, autrefois solide comme un roc, a commencé à s'effriter. Sous la pression, Cosell s'est défendu. Il a affirmé que « petit singe » était une expression qu'il utilisait depuis des années, sans aucune connotation raciale. Il a cité des émissions antérieures, notamment un match de 1972 où il avait traité le joueur blanc Mike Adamle de « petit singe ». En 1982, il employa le même terme pour Glenn Hubbard, un autre athlète blanc. Il affirma même l'utiliser affectueusement avec ses petits-enfants. Ses partisans affirmèrent que le palmarès de Cosell comptait. Il avait toujours défendu les droits civiques. Il avait défendu Muhammad Ali alors que peu d'autres l'avaient fait. Mais rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. Le contexte fut vite noyé sous l'indignation. Puis vint une surprise. Parmi les plus fervents défenseurs de Cosell figuraient des athlètes noirs et des défenseurs des droits civiques. Jesse Jackson lui apporta publiquement son soutien. Muhammad Ali se tenait à ses côtés et Alvin Garrett lui-même, l'homme que Cosell décrivait, a déclaré ne pas trouver le commentaire offensant. Garrett a expliqué « J'aimais bien Howard Cosell. Je n'ai pas trouvé cette déclaration humiliante, mais l'opinion publique avait déjà changé d'avis. Les médias avaient présenté l'histoire comme une insulte raciale, et cette version est restée. » Malgré tout ce soutien, Cosell n'a pas pu échapper à la tempête. La controverse a pris une ampleur inédite, sans se soucier des amitiés passées ni des bonnes intentions. À la fin de la saison 1983, Cosell était au bout du rouleau. 13 ans après avoir contribué à réinventer le Monday Night Football, il a pris sa retraite. Il a qualifié l'expérience d'épuisante sur le plan émotionnel. Ce n'était pas seulement le scandale qui l'avait épuisé, il était désillusionné par l'orientation que prenaient le football et la télévision. Son départ marquait la fin d'une époque. Cosell avait autrefois été une voix intrépide, n'hésitant pas à défier les athlètes, les entraîneurs et même les ligues elles-mêmes. Une seule phrase avait mis fin à tout, bien qu'il ait continué à la radio jusqu'en 1992. Sa présence à la télévision n'a plus jamais été la même.
Sa vie personnelle a rapidement commencé à se dégrader. En 1991, à l'âge de 73 ans, on lui a diagnostiqué un cancer. Les médecins maintenant ont découvert une tumeur à la poitrine et il a dû subir une intervention chirurgicale en juin de la même année. Parallèlement, il faisait face au décès de sa femme, Amy, qui avait été sa compagne et son soutien émotionnel. Kozel a essayé de rester actif à la radio, mais il était clair qu'il déclinait. En 1992, il a pris sa retraite définitive. Il a passé ses dernières années à lutter non seulement contre le cancer, mais aussi contre une maladie cardiaque, la maladie de Parkinson et plusieurs accidents vasculaires cérébraux mineurs. Les interviews de l'époque révèlent un homme empli de regrets. Il avait le sentiment d'avoir été mis à la porte avant même d'avoir achevé le travail entrepris. La voix même qui avait autrefois façonné la vision américaine du sport s'était tue. Le monde l'a à peine remarqué. Le 23 avril 1995, Howard Cosell est décédé à New York à l'âge de 77 ans. Il était victime d'une embolie cardiaque. L'annonce de sa mort a suscité des réactions mitigées. Certains l'ont qualifié de légende et de pionnier, un homme qui a rendu la diffusion sportive plus intelligente et audacieuse. D'autres ne se souvenaient que des controverses, de l'arrogance et de la chute finale. Les nécrologies ont été élogieuses et les critiques acerbes. Certains fans ont pleuré, d'autres ont haussé les épaules. Son héritage a été changé à jamais par cette nuit de 1983. Malgré cela, le monde n'a pas oublié sa contribution. En 1993, 2 ans avant sa mort, TV Guide l'a nommé meilleur commentateur sportif de tous les temps. La même année, il est admis au Temple de la renommée internationale du sport juif. En 1994, il est intronisé au Temple de la renommée de la télévision, bien que trop malade pour y assister. D'autres distinctions suivent. En 1996, il a reçu un Emmy sportif à titre posthume pour l'ensemble de sa carrière. Il a également été intronisé au Temple de la renommée des commentateurs sportifs américains, puis au Temple de la renommée de la boxe internationale. Ces récompenses ont été une ultime reconnaissance du fait que, malgré le scandale, Cosell avait changé le monde du sport à jamais.